Alors, bonsoir à toutes et à tous, et vous nous excuserez si vous avez un problématique de son derrière. Ça résonne. On essaye d'avoir un direct Soïb qui est à La Réunion. Donc, on ne maîtrise pas forcément tous les aspects techniques de son, etc. Donc, on va essayer. Oui, ça résonne. Est-ce que toi, tu m'entends ou pas, Soïb? Oui, je t'entends. D'accord. Donc, de chez toi, ça résonne aussi ou pas? Un peu, ouais. Ok. Donc, je vais essayer peut-être de baisser un peu la voix ici, là, le volume. Là, tu m'entends toujours? Ok. Bon, on va faire avec. Après, si les auditeurs ne nous entendent pas, ils nous diront globalement comment ça se passe. Alors, donc, comme je disais, bienvenue dans votre deuxième direct, hein. On a voulu ce soir, en tout cas ce samedi 1er novembre, on a accueilli à 17 heures un candidat à la municipalité. Et après, dans notre deuxième rendez-vous, rencontre hebdomadaire en tout cas, aller vers La Réunion, du côté de La Réunion, parce que on a notre jeune homme qui va parler de son parcours. J'ai vu, je ne sais pas si actuellement tu travailles ou tu as déjà créé l'entreprise ou pas, mais en tout cas, il y a des choses très intéressantes que tu fais. Donc, tu vas essayer de nous tracer tout ça. Ma première question, est-ce que de temps en temps de La Réunion, tu nous regardes ou pas? Oui. Ok. Et quand on est à La Réunion comme ça, qu'est-ce qui manque beaucoup plus de Mayotte? Qu'est-ce qui manque beaucoup plus de Mayotte? Ouais. Je pense que Chino nous a tout montré. Ce qu'on a vu après Chino, il n'y a rien de nouveau. Ok. Et alors, au niveau de l'actu à La Réunion en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Parle-nous un peu de La Réunion, de la vie réunionnaise. Alors personnellement, déjà par rapport à la culture, à Mayotte, c'est, on va dire, unique. Ici, il y a divers cultures. Ok. Bon, on va faire avec. Personne, quand j'ai fait un stage à jour, c'est de là que cette île a été appelée La Réunion parce que il y a plusieurs origines qui se sont réunies donc avec différentes cultures. Et c'est de là que ça a été appelé La Réunion. Donc l'une des différences de cette île, c'est qu'ils arrivent à vivre avec différentes cultures. Et ça, je trouve que c'est impressionnant quand même. Alors, quand tu parles de la vie à plusieurs cultures, rappelons qu'à La Réunion, en Saint-Denis, on a la mosquée, on a l'église, on a les temples, on a un peu de tout. Et les musulmans, les Antilles, et tout le monde se retrouve à former une très très belle communauté en communion. C'est ça hein, que tu nous expliquais. Certaines mosquées qui organisent des repas entre les différentes communautés, donc que ce soit chrétienne ou on les appelle les Indiens, là, les repas ensemble. D'accord, ok. Donc, ce soir, avant de revenir sur ton parcours, tu souhaites nous parler de quoi exactement? De mon domaine, qui est l'architecture.
Alors, donc, je rappelle que tu es dans le domaine de l'architecture et alors, pour le moment, est-ce que l'entreprise elle est créée ou pas encore? Ou c'est en cours? Ou c'est un projet plus tard? C'est déjà créé. Maintenant, j'attends juste le cabis. Là, tu attends le cabis, d'accord. Et pour que tout le monde te comprenne très bien, tu l'as créé où? À La Réunion, à Mayotte? Ou les deux îles? J'ai créé ici, comme je vous ai dit ici, Mhm. mais le siège pas à Montréal. D'accord, ok. Donc, alors, on va, pour ceux qui nous regardent ce soir, t'es qui pour que tout le monde te connaisse? Là, nous sommes en direct hein, tous les samedis et dimanches. On essaye de faire connaître les différents acteurs qui font bouger la société mahoraise. Et vous qui nous regardez, si vous souhaitez en tout cas être parmi nous, n'hésitez pas. Donc, j'ai un retour comme quoi on n'entend pas quand il parle. Donc, est-ce que tu peux augmenter un peu le volume quand tu parles? Parce que, comme je t'ai expliqué, on essaye d'être à distance. Là, il est à La Réunion. Donc, on ne maîtrise pas forcément tous les aspects. Donc, si tu peux parler un peu plus fort, peut-être que... d'accord. Donc, je disais, moi, je suis au studio à Amjago. Lui, il est à La Réunion. On teste un dispositif qui n'est pas forcément évident à maîtriser. Mais si vous, les auditeurs, vous ne nous entendez pas, faites-nous un retour. Donc, on va parler un peu plus fort. Alors, donc, tu nous disais, tu es à La Réunion. Qui es-tu déjà? Alors, je m'appelle Salim Boubacar, donc natif de Anjao. Je pense que certains me connaissent, je sais. Et comme étude, du coup, j'ai commencé par le bac pro assistant d'architecture et au lycée du Mounier. Après le bac, je suis venu à La Réunion directement et j'ai fait un BTS études et réalisation d'agencement. Donc, c'est tout ce qui concerne l'architecture d'intérieur. Après le BTS, du coup, en, en 2022, j'ai intégré l'école d'architecture de La Réunion. Jusqu'aujourd'hui, j'y suis toujours. Donc là, je vais terminer la licence au mois de janvier. Et ensuite, début septembre prochain, je commence le master. Alors, donc, pour que tous ceux qui nous regardent te connaissent très bien, alors, donc, tu es un jeune homme, tu es né à Mjego, hein, c'est bien ça, hein? T'as un surnom ou pas? Quand je débutais, il y avait un surnom, mais j'essaie de le supprimer. D'accord, ok, parce que je sais que tous les Mahorais ont des surnoms. Il y en a qui sont fiers de leur surnom, il y en a qui essayent de supprimer certains surnoms pour que ça n'existe pas, c'est bien ça? Exactement. Ok, donc tu as fait ta scolarité primaire, j'imagine, ou école maternelle à l'époque ou pas? Oui, l'école élémentaire, c'était à Django, à le collège de Django. Et après, le lycée à Toulouse. D'accord. Quelques souvenirs un peu de l'école primaire ou pas? Mais les souvenirs que j'ai, c'est surtout les souvenirs qui sont rattachés à ma vie professionnelle aujourd'hui, à mon domaine, qui est l'architecture. Je me rappelle à l'époque, j'étais tout petit en primaire, quand je m'ennuyais, alors que je ne savais même pas qu'il y avait un métier qui s'appelait architecture qui existait. Dès que je m'ennuyais, je m'amusais à faire des petites maquettes, des affaires parallélépipèdes, tout ce qui a rapport avec la géométrie. Je me faisais maintenant un jour, j'étais chez moi, j'ai écrit à un stylo. J'étais petit et j'étais de dessiner en plan la maison de mes parents.
Alors, les auditeurs, vous nous excuserez hein, parce que on sent que ça résonne. Je disais, on maîtrise pas tous les aspects. Il est à la réunion, on a voulu quand même échanger avec. Donc, j'espère que vous serez beaucoup plus compréhensif au cas où il y a des doubles sons. Donc, il nous disait que quand il était déjà à l'école primaire, en quelle classe où tu commençais déjà à dessiner, à faire des petits plans intérieurs La géométrie, c'était, bon, si je ne me trompe pas, en CE2. Après, le maquette, c'était D'accord. Ok. Donc, sans savoir quel métier tu feras demain, dès l'école primaire, tu avais déjà une inspiration, c'est ça hein? Ok. Donc, après, c'est plus tard que quand je suis rentré dans le domaine, c'est là que je me suis rappelé de tout ça et je me suis dit, en fait, c'est la suite logique de ma carrière, on va dire. d'accord. Donc, tu as fait le collège. Bon élève, moyen, difficile. Alors, je ne dirais pas que je suis un bon, j'ai des enfants, on va dire moyen. D'accord, ok. Donc, arrivé en troisième, j'imagine après le cursus lycée général où là on commence à avoir une idée assez précise. En arrivant en troisième, fin troisième, quand il fallait faire le vœu pour le lycée, je ne savais pas quel métier voudrais-je faire plus tard. Du coup, j'ai consulté mes grandes sœurs, ma famille, et c'est ma grande sœur qui, en voyant tout ce que j'avais l'habitude de faire, les dessins que j'avais l'habitude de faire, du coup, c'est elle qui m'a conseillé de faire l'architecture. Donc, elle a découvert ce métier à travers son mari. Du coup, c'est elle qui m'a conseillé de faire l'architecture. Et du coup, comment dirais-je, la formation qui proposait une formation qui était en lien direct avec ce métier, c'était au lycée de Tsumouyi. Donc, bac pro assistant architecte. Alors, donc si j'ai bien compris, ta grande sœur s'est rappelée que depuis ton école primaire, elle voyait déjà ce que tu faisais. Donc, tu n'avais même pas besoin d'aller voir les conseillers d'orientation, c'est elle-même, avec son entourage, son mari professionnel qui est dans le métier, qui a su détecter tes compétences, c'est ça ce que tu nous dis. Ok. Donc, à partir de là, au niveau bac, tu as pris quelle option que tu nous as dit? Bac pro assistant architecture. D'accord. Donc, quand tu es parti faire le bac, tu l'as commencé à Mayotte ou directement à La Réunion? Les 3 ans de bac, je les ai fait à Mayotte. Ok. Quel lycée? Tsumouyi. D'accord. Donc, et le lycée de Dzumounié, à l'époque où tu as été, est-ce qu'il y avait déjà plusieurs options en termes de choix ou pas? Oui, il y avait un peu, pas tout, mais il y avait un peu tous les options qui sont en lien avec le bâtiment. C'est un lycée des métiers du bâtiment. Donc, il y a, par exemple, géomètre topographe, économiste du bâtiment. Après, il y avait le gros œuvre, travaux publics, etc. D'accord. Donc, tu as fait le bac assistant dans ton domaine. Est-ce que tout de suite tu t'es retrouvé dedans ou quelques difficultés éventuelles en te disant est-ce que c'est vraiment
le bon choix, ou finalement ça s'est confirmé rapidement? Le premier jour que la personne m'a parlé de ce métier, tout de suite, j'avais plus besoin de réfléchir, j'avais plus besoin de conseils. Tout de suite, je me suis dit, c'est ça qui est mon métier. J'avais plus besoin de conseils. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, je me sens bien dedans. D'accord. Pour essayer de comprendre un peu le parcours, donc tu as validé ton bac à Mayotte et après à La Réunion, tu as continué dans quel domaine? Toujours dans le même domaine, mais j'ai fait un BTS. Le BTS que j'ai fait, c'était plus l'agencement intérieur, architecture d'intérieur. Après avoir validé le BTS, c'est là que j'ai intégré l'École nationale supérieure d'architecture de la Réunion. D'accord. Et ton parcours à La Réunion, parce que souvent on dit que les Mahorais sont des Comoriens, ils ont du mal à s'intégrer à La Réunion, il y a un peu de racisme dessus. Est-ce que toi tu l'as senti sincèrement ou c'est des choses que les gens disent mais pas forcément vraies? Personnellement, sur les réseaux sociaux, j'ai jamais, j'ai jamais vécu ça dans la vie réelle, on va dire. Dès les premiers jours, quand je suis arrivé en BTS, j'ai été très bien accueilli parce que je suis arrivé 2 semaines, c'était pendant la période du Covid, je suis arrivé 2 semaines après la rentrée, j'ai été accueilli par la classe, par les professeurs, convenablement. À l'école d'architecture aussi, j'ai été accueilli jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Du coup, à part sur les réseaux, moi personnellement, j'ai jamais vécu ces choses. Alors, moi j'ai un message d'un auditeur parce que ça a l'air d'être très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui te suivent et on les remercie d'ailleurs. Mais seulement ils disent, est-ce que le monsieur peut parler encore un peu plus fort, s'il vous plaît? Donc, je suis désolé, hein, on essaiera de comprendre les volumes derrière, parce que quand je mets un peu plus fort chez moi, ça résonne. Donc, j'essaye de contrôler. Et si tu peux nous faire un peu ce plaisir-là, parce qu'il y a énormément du monde qui nous suivent et on tient quand même à les remercier. Le parcours, il est quand même très inspirant. Mayotte, après Chido, on a besoin justement des spécialistes hein, qui connaissent des choses. Et j'ai cru comprendre aussi que les Mahorais, ils n'aiment pas trop tout ce qui est spécialiste, tout ce qui est vraiment de l'art, etc. Donc, quand on a quelqu'un qui est dans ce domaine, on a envie de comprendre qu'est-ce qui t'inspire réellement dedans. Donc, tu nous disais, pour ceux qui viennent de nous joindre, tu as suivi ta scolarité primaire, tu commençais à dessiner, à faire des petits plans, etc., sans savoir le métier que tu feras demain. Et après, à partir de troisième, ta sœur, qui son mari est un architecte, elle te dit, après tout ce que tu dessinais dans le passé, ben, tu seras mieux dans ce domaine d'architecture. Et toi, tu t'orientes vers le bac dans ce domaine où tu l'as fait à Dzumounié. Et après Dzumounié, tu es parti à La Réunion. Et à La Réunion, ma question c'était, est-ce que tu as senti le rejet des Maoris à La Réunion? Et là, tu nous confirmais qu'à part Facebook, qu'on voit certaines choses, mais dans la vie réelle, il y a vraiment une communion, c'est ça, avec les étudiants maorais, les étudiants réunionnais, voire même les suivis des professeurs, c'est ça. Oui, pour ma part, après, j'ai eu des gens, des amis qui m'ont dit que, voilà, ils ont déjà été interpellés dans la rue et on les a dit des mauvaises paroles. Mais moi, de ma part, j'ai jamais vécu ces choses-là. D'accord, tant mieux, tant mieux. Alors, donc, et comment ça se passe? Quel est le programme en fait de BTS déjà?
quand tu parlais de BTS au niveau architecture, c'est quoi le programme, les différentes matières dedans? Il y a la culture générale, donc les maths, français, anglais, et après il y a aussi tout ce qui est physique, pour nous apprendre aussi la physique du bâtiment. Et, et après il y a les cours des spécialités. Donc en spécialité, on avait trois matières, si je ne me trompe pas. Une matière où c'était focalisé que sur la créativité. Donc, on pousse la créativité, on imagine des choses, même si c'est irréalisable. Mais l'objectif, c'était ça, c'est de pousser au maximum notre créativité. Dans l'autre, dans la deuxième, c'était plus la technique. Donc, dessiner des plans techniques, des détails techniques, comment on monte des murs, cloisons, etc. Et la troisième, c'était on réalise quand on a dessiné. Donc on va en atelier et on essaie de réaliser par exemple des mobiliers. C'était souvent des mobiliers. On a fait une fois des cloisons, mais souvent c'était des mobiliers. On dessine des mobiliers et après en atelier, on les réalise à l'échelle réelle. D'accord. Donc, il y a une partie beaucoup plus théorique, mais il y a beaucoup aussi cette partie professionnelle que vous le faites sur le terrain, c'est bien ça? Exactement. Au niveau des stages, il y a combien de semaines ou combien de... sur les 2 années, comment ça se passe un peu la durée des stages? Alors c'est quatre semaines de stage sur les 2 ans. Donc, on n'a qu'un seul stage en première année. Après deuxième année, on fait des projets pour préparer les examens. D'accord. Et toi, ton projet, ça portait sur quoi, par exemple? On avait tous le même sujet. On nous donnait un thème. Par exemple, à l'époque, c'était du bâton des lames au sommet des montagnes. En fait, euh, cette phrase s'est inventée, on va dire, quand ils ont fait le découpage parcellaire d'une île de la Réunion. Quand on dit du bâton des lames au sommet des montagnes, c'est-à-dire que le découpage parcellaire se faisait se fait, je veux dire, dans le sens de la mer en montant vers la montagne. Parce que pour donner une image, c'est comme si l'île était en forme d'une roue de vélo et après, on découpait les jantes des roues de vélo. Alors, au final, ça va encore des barres de pizza. Ok. Du coup, c'était ce système-là qui a été utilisé. Donc, c'est pour ça du bâton des lames au sommet des montagnes. Et à partir de cette phrase, il fallait inventer un projet qui respecte cette phrase. Ok. Donc, tu as validé ton BTS, pas eu de soucis. Vous étiez combien d'élèves d'ailleurs dans cette classe de BTS-là? 16, une quinzaine, on va dire. Et il y avait d'autres Maoris dedans ou pas? Oui, on était deux Maoris et nous deux, on a validé notre BTS. Après, nous deux, on a intégré l'école d'archi. Et après, l'autre, malheureusement, il a eu des problèmes. Donc, au niveau de sa vie privée, du coup, il a dû arrêter. Maintenant, il travaille à Mayotte. D'accord. Et quand tu évoques cette partie privée où des fois on entend beaucoup de jeunes d'ailleurs qui échouent, souvent c'est quoi le problème qui revient souvent? Même si c'est pas toi qui l'as vécu, mais on va pas étaler la vie des gens, mais souvent on entend que des jeunes qui partent à la Réunion, il y en a qui réussissent, il y en a aussi qui échouent.
voire même au niveau de la métropole. Est-ce que des fois vous en parlez un peu ou pas? Oui, oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé l'association. Je vous ai envoyé une petite présentation de notre association la dernière fois. C'est pour ça qu'on a créé du coup cette association qui a pour but d'accueillir et d'accueillir du coup les nouveaux étudiants maoris qui sont novices sur l'île et afin de les mieux accompagner dans les études d'architecture. Mais quand on parle des difficultés du coup, la plupart, déjà, la plupart c'est le fait qu'on découvre une autre culture, un autre territoire. Et du coup, parfois, on se perd. Parfois, on a peur d'aller vers les gens et de demander certaines informations. On est timide, etc. Du coup, on se retrouve isolé tout seul dans notre coin. Et malheureusement, parfois, ça peut impacter notre parcours scolaire. D'où vient d'où la création de notre association. Pourtant, à La Réunion, il y a la délégation de Mayotte à La Réunion, non? Est-ce qu'elle ne joue pas trop son rôle? Est-ce qu'ils sont débordés? Est-ce qu'il manque d'effectifs? Est-ce que toi, par exemple, depuis que tu es là-bas, ils t'ont appelé, ils essayent de savoir ce que vous faites? Comment ça se passe? Alors, moi, je suis jamais. Enfin, en vrai, je suis parti parce que quand, après Chico, on avait un stage là-bas et on avait intervenu à Mayotte. Mais avant Chico, je n'étais jamais parti là-bas. Mais quand j'ai validé mon BTS, ils nous ont contactés pour nous récompenser. Ils ont organisé une sorte de podium de réussite ici à La Réunion et nous ont récompensés afin de nous encourager. Du coup, dans ce cas-là, moi je dirais que c'est moi qui ne suis pas allé vers eux. Mais D'accord. eux, ils font leur travail comme il se doit. Mais après, ils ne peuvent pas, comment dirais-je, ils ne peuvent pas s'occuper de tous les étudiants de l'île, les étudiants maoris sur l'île en même temps. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, c'est eux aussi qui nous ont recommandé de créer cette association. D'accord, ok. Donc, si j'ai bien compris, il y a des élèves, quand ils sont dans certaines régions, dans certains départements, il y en a qui s'ouvrent, mais il y en a qui sont enfermés. Et donc, plus on est enfermé, plus on est isolé, et des fois, ça peut être dangereux, c'est bien ça. Ok, donc tu as eu ton BTS et tu m'as dit tu m'as dit, il y avait combien d'élèves en BTS? Combien? Une quinzaine. Et le taux de réussite dedans, à peu près combien? On a tous validé. Ceux qui n'ont pas validé, ce sont ceux qui ne venaient pas en cours. D'accord, ok. Et ça représentait beaucoup ou pas? Ceux qui ne venaient pas. Ils étaient 3 ou 4. D'accord, ok. Donc après le BTS, et donc là, tu es dans quel cursus là, tu nous as dit? Je suis à l'école d'architecture, donc c'est directement les métiers de l'architecture. Et là, ça va se faire sur combien de temps? Alors, le minimum, c'est 5 ans. Le minimum, c'est 5 ans. Oui, le minimum. Oui, le minimum, c'est 5 ans. Après, pour être habilité afin de travailler à son propre nom, il faut ajouter 1 an. Alors, donc là, comment ça se passe pendant les 5 ans? Là, t'as déjà fait combien d'années? En janvier, je termine ma troisième année. La troisième année, d'accord. Donc, globalement, il te reste encore 2 ans, c'est ça? Au minimum. Au minimum, oui.
D'accord. Et comment ça se passe la première année de l'architecture de l'école? Comment ça se passe globalement la première année? Décris-nous. Faites comme si on est avec toi. On était avec toi pendant cette première année. Alors, je vais plutôt parler pour les autres, Ouais. parce que moi, depuis que j'ai fait un BTS, où j'ai un BTS avant, où j'ai pu développer beaucoup de choses. Du coup, quand j'ai intégré la première année, je me sentais à l'aise. Donc, il y avait pas de difficultés. Mais ceux qui venaient directement du lycée, il y en a qui avaient beaucoup de mal à se repérer, ou bien il y en a qui ne connaissaient même pas l'architecture avant d'intégrer cette école. Du coup, il y a le fait de découvrir le domaine, voilà, le fait de découvrir le domaine et surtout de commencer les études supérieures. Donc tout ça, ça cumule. Et du coup, au final, ils ont un peu de mal. Mais au fil des années, euh, ça se passe. Du coup, en première année, c'est là où on a le plus d'étudiants qui renoncent, du coup, qui arrêtent leurs études ou bien qui s'orientent vers un autre domaine. Alors, j'ai une question avant de revenir sur le parcours en première année. Alors, j'ai une question d'un auditeur qui nous dit quelles sont tes principales inspirations quand tu conçois un nouveau projet d'architecture? Ma principale inspiration, je vais vous dire la vérité, c'est l'architecture traditionnelle. Et comme tout architecte d'ailleurs, euh, quand on commence un projet, surtout dans n'importe quel territoire, que ce soit à Mayotte, La Réunion, en métropole, on arrive, on essaie toujours de comprendre l'histoire de l'architecture de ce territoire-là pour que le projet qu'on conçoit soit en lien avec le territoire. Donc, si j'ai bien compris, parce que souvent quand on visite certaines villes à La Réunion, enfin en métropole, on voit dans certains départements ou dans certaines villes certaines architectures qui se ressemblent. Et quand on change de ville, c'est un autre concept, c'est bien ça. Donc, quand on arrive dans certains départements, il faut s'imprégner de l'histoire avant même de se projeter, c'est ça. Voilà, exactement. Au final, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on peut construire des bâtiments, du coup, qui ne seront pas adaptés aux habitants. Construire des bâtiments. Mais après, le client peut te dire, moi, ce que je veux, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait. Et toi, tu t'adaptes aussi à la demande du client, non? Après, chaque projet est différent. Mais peu importe l'intention principale, on doit quand même se justifier par rapport à l'architecture de la ville, par rapport à l'histoire de l'architecture de la ville. Pourquoi je l'ai fait comme ça, ou bien pourquoi je ne l'ai pas fait comme ça. Il faut toujours avoir un raisonnement derrière. Car faire juste pour faire, là par contre, je, je ne partagerai pas cet avis. On a le droit de dire non, on a le droit de dire oui, mais il faut toujours se justifier. Ok. Donc, revenons à la première année d'architecture. Honnêtement, vous êtes combien dans votre classe? Et la relation entre les élèves, c'est comment entre les étudiants? Alors, déjà, en première année, vu qu'on est nombreux, on est, allez, environ 50 en première année. Vu qu'on est nombreux, du coup, il y a plusieurs petits groupes qui se créent. Donc,
par exemple, moi je suis maori, je veux plus m'entendre avec mon ami qui est maori. Par exemple, du coup, en première année, c'est comme ça. Il y a plusieurs petits groupes d'étudiants. En deuxième année, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont arrêté, qui ont parti, du coup, on devient moins nombreux. Donc, les petits groupes s'effacent et du coup, les seuls qui restent, du coup, commencent à se rapprocher, commencent à créer un lien unique entre tout le monde. Après, en troisième année, plus on avance, du coup, plus les gens diminuent. Plus le temps passe, plus les années passent, plus les gens diminuent. Et plus les gens diminuent, mieux la relation entre les étudiants, on va dire, se construit. Alors, par exemple, la première année, tu nous dis, vous êtes à peu près 50. En deuxième année, vous êtes à peu près combien? Et en troisième année, pour avoir une idée? En deuxième année, on était une trentaine. Mhm. D'accord. Et en troisième année, on est, bon, ça n'a pas diminué beaucoup, là on est 27 à peu près. D'accord. Et il n'y a pas de roue de blanc. Quand on arrête, on arrête. Si, il y a des gens qui redoublent et du coup qui rattrapent les matières qu'ils n'ont pas validées, mais c'est pas bon. Ok. J'ai une autre question d'un auditeur qui me dit quelle est la partie la plus difficile des études d'architecture selon toi? La charge de travail, la créativité ou la technique? Charge de travail. C'est surtout ça. D'ailleurs, il y a un terme, que ce soit dans les études de l'architecture ou bien les beaux-arts, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, l'architecture, c'est avant, on le faisait dans l'école des beaux-arts. Mais après, ça a été détaché. Mais du coup, ce qui est le plus difficile, et je pense que tous les étudiants vous diront la même chose, même les professionnels aussi, c'est la charge de travail. Donc, c'est pas difficile en soi, mais c'est le fait de gérer son temps qui est compliqué. Donc, parfois, les gens disent que les études d'architecture sont difficiles, etc. Personnellement, je ne trouve pas que c'est difficile, c'est juste le fait de pouvoir gérer son temps qui est compliqué. Alors, si tu nous décris un peu la semaine type, ta semaine type de l'école d'architecture, on peut revenir en première année. Quelle est la semaine type? Si je prends par exemple lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi, dimanche, pour essayer de comprendre un peu comment tu t'organisais et les différentes matières derrière. Si on commence un lundi, par exemple, en première année, c'était quoi? Comment ça se passait? Alors, je ne me rappelle plus forcément des matières qu'on avait en première année, mais il y a 2 jours qui ne changent pas. Du première année jusqu'à master, ça ne change pas, c'est pareil pour tout le monde. Le mardi et le vendredi, c'est réservé pour le projet architectural, on va dire. Donc, durant toute la journée de 8h à 18h, on fait que ça, mardi et vendredi. Après, les autres jours, ça varie selon les années, selon le semestre. Donc, il y a les cours qu'on a. On a une partie histoire, donc histoire de l'architecture, histoire de l'urbanisme, histoire de la ville. On a aussi histoire de l'art. Donc, on a 3 cours d'histoire, de l'architecture, de la ville et de l'art. On a aussi des cours de structure et on va dire à l'école, on appelle ça ambiance. C'est ça le nom du cours, mais c'est des cours de physique. Après, on a des cours qui sont dédiés aux outils numériques pour maîtriser les logiciels,
sont réservés aux descentes. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'émission de ce soir, j'ai un deuxième animateur qui est avec moi, que je remercie d'ailleurs, Paxo Bakar. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Alors, j'espère qu'il va revenir. Alors, je l'ai perdu. Est-ce qu'il va revenir? Avant de poser la question, combien d'heures par semaine tu passes en moyenne sur tes projets? Alors, est-ce qu'il va revenir ou pas? Ah, il revient. Ok, mais tu nous as fait peur parce qu'à un moment, tu nous as quittés là, non? Donc, je disais, je remercie d'ailleurs mon deuxième co-animateur de ce soir. C'est Paxo Bakar que je remercie. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, parce que comme vous êtes tous de Bakar, non? Il y a un lien ou pas? Hein? Ah, d'accord. Donc, il anime avec moi. Merci, je le remercie d'ailleurs. Il posait la question, combien d'heures par semaine tu passes en moyenne sur tes projets? Alors, c'est difficile de vous donner une tranche d'heure parce qu'en fait, les projets, en fait, on les commence au début du semestre et on a tout le semestre pour les faire. Donc, jusqu'à la fin du semestre, c'est là qu'on présente les projets. Du coup, comme tout le monde, au début, on se dit on a le temps, du coup, on ne travaille pas forcément, on ne se donne pas tous les moyens pour terminer. Et plus vers la fin, plus on se rapproche vers la fin, surtout les 2 dernières semaines, c'est là où tout le monde se met à mettre des blanches. Ok, donc la première année, tu nous as dit que c'était pas trop difficile, tu t'es adapté rapidement. La deuxième année, un peu plus difficile que la première année, ou une fois qu'on a franchi la première année, on commence à se sentir vraiment dedans. Par rapport à la difficulté, moi je dirais que ça reste toujours euh, la même, c'est la charge de travail. Ok. C'est pareil pour toutes les années. Ok. Et comment ça se passe au fil d'année? Là, tu es en troisième année. Est-ce que à partir de troisième année, là, on se spécialise beaucoup plus ou ça reste? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un architecte en fait, finalement? Alors déjà, l'architecture, pour donner une définition pure et simple, c'est l'art de construire, tout simplement. Mais maintenant, si on ne prend pas d'architecte, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, les bâtiments, on va dire, n'auront pas de fonctionnalité, si je veux dire. Car l'architecte, il a pour objectif de créer des espaces pour des besoins particuliers. Pour des besoins particuliers. Donc, du coup, c'est ça qui fait des personnes architectes. Donc, ils créent des espaces pour des besoins particuliers. Ils ne créent pas juste pour créer des espaces. Et à créer des espaces, du coup, il y a plusieurs paramètres qu'il va prendre en compte. Donc, il y a déjà les personnes qui vont utiliser ces espaces-là, le climat, par exemple, le vent, le soleil, tout ça, il va prendre en compte. Et il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte et ça varie aussi selon l'endroit et selon la personne, le client, on va dire.
Et ma question, quand tu disais que tu te spécialises dans l'architecture intérieure, ça veut dire que tu ne ferais pas tout ce qui est plan global, tu feras que la partie intérieure ou tu peux faire les deux, mais te spécialiser beaucoup plus dans... Je ne suis pas spécialisé dans l'intérieur. J'ai fait juste le BTS. J'ai fait juste le BTS pour avoir beaucoup plus d'expérience et surtout pour me préparer à faire ces études d'architecture. À l'époque, c'était ma professeure de l'UNI. Décidé par recommandé de faire d'abord un BTS. Du coup, j'ai suivi ces conseils, mais j'ai fait cela pour voir beaucoup d'ailleurs. J'ai intégré cette école, je me sens à l'aise directement. Du coup, je ne sais pas ce que je suis dans l'intérieur. J'ai des expériences dans l'architecture d'intérieur, mais pour moi, ça sera plus l'architecture de manière générale. Après, après ça n'empêche pas, je vais faire des projets d'agence intérieure. Et ça, je vais faire aussi avec les. Ok. Alors, donc, finalement, comment il s'appelle la troisième année. Là, tu nous as dit que tu es en troisième année. Ça se passe comment globalement? Il n'y a pas beaucoup de différence. En fait, toutes les années sont à peu près pareilles. Au final, ça devient comme une routine. De juste avoir un mental fort pour supporter les charges de travail, les dépressions, etc. Mais ça reste à peu près la même routine pour tout le monde, de la première année jusqu'au master. Ok. Alors, j'avais une autre question, alors que je remercie d'ailleurs. Est-ce qu'il faut savoir bien dessiner avant de commencer l'architecture? Et comment se passe l'entrée en école d'architecture? C'est dur à intégrer ou pas? Alors, est-ce qu'il faut savoir dessiner ou pas? Il y a des grands architectes, des personnes qui regardent le côté et ne comprennent rien du tout. J'ai en tête par exemple Franck Gehry. Si vous tapez sur internet de Franck Gehry, vous regardez ses chroniques, vous n'allez rien comprendre. Après, il y a des architectes qui savent très bien dessiner. Et c'est un atout. Donc, sans savoir dessiner, c'est un atout. Mais ne pas savoir dessiner, pas ça qui va faire qu'on ne pourra pas faire de l'architecture. Ok. Quand je dis savoir dessiner, je précise bien des dessins à la main. Par contre, il faut savoir dessiner des plans. Alors, moi j'ai une question. Souvent, quand on est inspiré par un métier, on a toujours des référents dedans. Est-ce que à ton stade, tu as des référents, tu as des architectes qui t'inspirent? Et est-ce que Mayotte y en a? Et en même temps, est-ce que dans ton entourage d'architecture, est-ce qu'il y a beaucoup de Maoris qui s'intéressent à ce métier ou pas? Alors, les architectes qui m'ont beaucoup inspiré avant d'intégrer l'école d'architecture, c'était les superstars qui ont vécu à l'Occident. Il y avait Zaha Hadid, qui est une femme, Alvarado et Frank Lloyd Wright. Donc il y avait ces architectes-là. Maintenant, mes architectes préférés aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Mon architecte préféré aujourd'hui, c'était un architecte
originaire de Burkina Faso, qui s'appelle Francis Kéré. C'est un architecte africain qui a beaucoup fait pour son village, pour son pays, pour son continent. Et aujourd'hui, il est devenu un très grand architecte. Pourquoi je l'aime bien? Parce que tout simplement, déjà, son contexte de vie, son parcours, etc., on peut le comparer à un jeune homme, par exemple. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas d'éducation. Il a réussi à faire de l'architecture, il a réussi avec ses villages, à faire de l'architecture, des écoles villageois. Et c'est grâce à tous ces projets qu'il a réalisés, grâce à tous ces projets qu'il a réalisés, avec des matériaux qui sont issus des matériaux qui sont issus de sites, il a pas directement, il a utilisé directement ce qui était sur ça aussi, que Francis que j'ai lui utilise déjà sur place pour faire de l'architecture. Donc aujourd'hui, grâce à son engagement à tous ces projets, dans son village à Gando, en Burkina Faso, les enfants vont à l'école, donc de l'école primaire au lycée. Et du coup, il y a des métiers, il y a des professionnels du coup, qui se forment à partir de ces écoles-là et ça permet de développer leur territoire. Maintenant, à Mayotte, est-ce que j'ai des architectes référents à Mayotte? Pour l'instant, non. Enfin, excusez-moi. Oui, j'ai un architecte, enfin même deux, qui m'inspirent à Mayotte, mais ce ne sont pas des Maoris malheureusement. Donc ce sont les deux premiers architectes qui ont construit des bâtiments publics à Mayotte. Donc aux années 1980, etc. Est-ce qu'on peut savoir un peu ces bâtiments ou pas? Par exemple, l'hémicycle L'hémicycle du conseil départemental. Voilà, exactement. C'est vrai, quand on est à l'intérieur, il est beau, il est magnifique. Hein? Ouais, c'est un très beau projet. Après, Et le deuxième bâtiment, ce serait quoi le deuxième bâtiment? le deuxième bâtiment, c'est pas un bâtiment particulier, mais comment à la place mariage à Bamoutou. Je ne sais pas si c'est la place mariage. Le comité du tourisme? Non, non, pas le comité. Là où il y a la maison des livres. Ah, là où il y a la maison des livres. Ah, donc c'est la place mariage. Je ne sais pas si ça s'appelle place mariage. Oui, la place mariage vers la maison de livres. Après, on a vers la préfecture un peu plus haut. On a la caisse avant, c'est ça. Voilà, tous les bâtiments qui sont là maintenant, aujourd'hui, ce sont des bijouteries, ce sont des petits commerces. Mais tous ces bâtiments-là, y compris la maison du livre, je trouve que c'est des bâtiments très intéressants à regarder. C'est vrai, quand on regarde un peu la maison de livres, enfin le quartier, on a une sorte comment on appelle, de route qui passe au milieu. Et après, on a tous les commerces qui sont tout autour, après, avec les habitants, les habitations en haut. C'est vrai que c'est pas mal, c'est original. Ouais, dès qu'on regarde ces bâtiments, tout de suite, on sait qu'on est à Mayotte. C'est ça aussi. C'est ça aussi ce qui fait la beauté de ces bâtiments. Alors, sincèrement, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au métier d'architecte ou pas, à ce jour? Alors, je ne sais pas, j'ai pas les statistiques, je ne sais pas. Mais est-ce que moi je vois,
pas beaucoup. Pourquoi? Parce que même moi, quand j'étais jeune, je ne savais pas qu'il y avait un métier qui s'appelait architecture qui existait. Donc, je pense que c'est une désinformation qui fait que les jeunes ne s'intéressent pas à ce métier. D'accord. Alors, j'ai une autre question que je remercie d'ailleurs parce que il m'aide précieusement ce soir. Selon toi, c'est quoi le plus grand défi pour un architecte aujourd'hui? Créer du beau, du durable ou du juste? Je n'ai pas bien entendu les trois derniers mots à la fin. Alors, créer du beau, la beauté, après durable, résistance, voilà, et ou du juste. Alors, déjà, la beauté, bien que c'est important, l'esthétique, bien que c'est important, mais pour moi, personnellement, ça ne doit pas être le premier critère. Bien que ça doit être un des critères, mais ça ne doit pas être le principal critère. Genre, si, par exemple, si je dessine un projet, on me demande pourquoi tu as fait ça comme ça, je ne vais pas dire parce que c'est beau. Là, c'est un argument qu'il ne faut jamais sortir. Deuxièmement, durable. Durable, il y a deux sens. Il y a durable dans le temps, donc bâtiment solide, etc. Et il y a durable, c'est-à-dire écologique, un bâtiment écologique. Donc durable dans ce sens-là, dans le sens où c'est un bâtiment qui émet moins de déchets. Du coup, dans les deux sens, c'est très important, surtout à notre époque. Avant le deuxième, il y a un bâtiment écologique. Surtout au XXe siècle, ça n'a pas été pris fortement en compte. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, etc., c'est important. C'est important de faire des bâtiments écologiques. Donc solide, durable dans le sens de solide, c'est important, mais aussi faire des bâtiments qui respectent l'environnement, ça aussi, c'est important. Et troisièmement, c'était Du juste. troisièmement, Juste. J-U-S-T-E. juste, c'est-à-dire, Ben, je ne sais pas, la question c'était est-ce que créer du beau, créer du durable ou du juste? bon, c'est juste dans le sens équitable, genre on va équilibrer le pour et le contre. Ça aussi, ça dépend du projet. Parce que parfois, en faisant trop d'écologie, ça peut, selon le projet, ça peut coûter trop cher. Du coup, il faut chercher à équilibrer entre l'écologie et non-écologie. Du coup, dans ce cas-là, oui, faire un bâtiment, une architecture du juste milieu, ça peut être intéressant aussi. Maintenant, ouais, c'est bon, j'ai répondu. Alors, moi, ma question, alors, on a eu Chido qui est passé à Mayotte, on a eu Garance, je crois, qui est passé à La Réunion. Est-ce que le cours tient compte de ces paramètres-là ou pas du tout? Le programme n'est pas affecté compte tenu de ces événements quand même cycloniques et climatiques. Vous pouvez répéter? Non, je disais, on a eu Chido à Mayotte, voire même dit qu'elle dit, à La Réunion, on a eu Garance, le cyclone. Est-ce que quand on a ces événements-là, est-ce que le programme tient compte, ça s'ajuste ou pas du tout? Là, vous parlez d'un projet déjà fini ou d'un projet
projets en cours. Bah, je parle par exemple dans votre programme, par exemple. Est-ce que dans votre programme, après ces événements-là, oui, par exemple, est-ce qu'il y a certains paramètres qui viennent en plus, qui sont ajustés ou on ne vous en parle pas du tout? Avant même l'arrivée de ces cyclones, ici à La Réunion, on en parle déjà parce que c'est un territoire qui est très touché par le cyclone. À Mayotte, par contre, on en parle moins, on n'en parle pas du tout. Du coup, et à Mayotte, c'est après le passage de ce cyclone-là que c'est devenu un sujet très sérieux. Mais avant, c'était prise à la légère. Mais à La Réunion, c'était toujours le cas après le passage du cyclone-là qui s'est passé dans les années 80. C'est devenu un sujet très sérieux. Ok. Une dernière question. Tu te vois quelle sorte de personnalité d'ici 5-10 ans? Alors, je ne pourrais pas prédire l'avenir, mais mon objectif, en tout cas, c'est toujours le même, devenir un architecte, voire même chercheur. Ça fait partie de mes objectifs pour contribuer au développement de l'île au maximum que je pourrais. D'accord. Et pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, en tout cas, que ce soit actuellement ou peut-être plus tard en replay, en partage. D'ailleurs, ce qui manque beaucoup dans nos émissions, c'est le partage. Donc, si vous qui nous regardez, vous partagez le maximum, comme ça on augmente la communauté, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous regardent, qui ont peut-être leurs enfants, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, ou comme tu disais, il n'y a pas assez d'informations pour inspirer un peu la jeunesse de demain. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ce soir? Alors déjà, pour ceux qui ont des enfants qui font des études, sont au lycée par exemple, ou même qui sont dans les études supérieures, mais qui ne savent toujours pas s'il leur plaît ou pas, on a notre association AMEA, donc Association des étudiants en architecture, des étudiants maoris à l'école d'architecture. Du coup, notre objectif déjà, c'est d'informer. On essaie de contacter les établissements à Mayotte, mais ils ne répondent pas. Du coup, si ça peut être un moyen pour transmettre l'information, ça serait pas mal. Du coup, on a notre association. Nous pouvons informer ceux qui veulent savoir c'est quoi les études d'architecture, qu'est-ce qu'on fait, présenter, on va dire, un petit résumé des études d'architecture, de ce que l'on fait, de nos expériences. Ça, on serait très ravis de le faire. Maintenant, pour les parents, de tous ceux qui construisent, on a vu ce qui s'est passé avec le cyclone Chido. Avant de construire, je vous conseille de vous présenter devant quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, afin de vous, ne serait-ce que de vous conseiller sur vos intentions. D'ailleurs, quand on voit tous ces effets climatiques, cycloniques, l'inondation, l'architecte a un très bel avenir quand même, non? J'espère après, c'est, comment dirais-je, il y en a qui font dans ce domaine, mais ils ne réussissent pas. Donc, c'est un peu compliqué de juger. Après, deuxième chose, quand on regarde le bâti, ça passe forcément auprès de chez vous, donc derrière, le travail il est garanti quand même, non? Garantie dans quel sens? Ben, il y aura toujours du travail. À Mayotte, d'après les statistiques, à
Mayotte, c'est contrairement dans d'autres territoires français, à Mayotte, ça augmente. Donc, les salaires augmentent, le travail augmente, le marché augmente. Dans d'autres territoires, ça commence à chuter. Alors, après Shido, j'avais une question au niveau du Shido à Mayotte. Est-ce que tu t'intéresses à certaines préconisations, certaines consignes pour pouvoir construire Mayotte ou pas du tout? Ou pour le moment, tu n'as plus de recul là-dessus? J'ai pas bien compris. Non, je disais, comme Shido est passé à Mayotte, et qu'il y a des réflexions pour mieux bâtir. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Tu regardes un peu les nouvelles, les discussions qui se font. Je sais qu'il y a des plans stratégiques avec Général Facon, etc. Est-ce que c'est des choses, dès maintenant, tu t'intéresses ou pour le moment, tu te dis, c'est pas encore mon temps, j'aurai toujours le temps de m'y intéresser plus tard? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. C'est pour pouvoir m'intéresser à ce sujet le plus tôt possible. Car plus tard, je ne sais pas si ça sera possible ou pas. Donc, euh, donc oui, c'est tout ce qui touche Mayotte, tout sujet qui parle de Mayotte, ça m'intéresse. J'ai fait un rapport d'études sur, on va dire, l'histoire de l'architecture mahoraise. Ça parle un peu des techniques, mais surtout le social qui dégageait de ces architectures. Et ce travail-là, j'ai envie de le continuer en master et même un doctorat pour faire une thèse à ce sujet. Et parmi nos intentions, encore une fois, ce ne sont que des intentions, avec mes camarades maoris qui sont avec moi à l'école d'architecture. Du coup, c'est plus tard, quand on aura les compétences nécessaires, c'est d'ouvrir notre propre école d'architecture à Mayotte. Si il n'y a pas à ce moment-là une école publique. D'accord, mais c'est bien. Vous êtes combien là à être dans ce projet-là actuellement? Pour l'instant, on est plus deux Mhm. et on essaie de convaincre d'autres étudiants, même des étudiants qui sont issus de la métropole. Quand on parle de Mayotte, ils nous disent souvent, mais vous avez de la chance. Hein. Ils nous envient. En fait, ils aimeraient être à notre place. Donc, c'est une grande chance d'être maoré euh, et faire ce métier, faire ces études d'architecture. Ok, alors j'ai une autre question. Comment un architecte pourrait valoriser le Shido à Mayotte en l'adaptant aux normes modernes sans effacer son identité locale? Alors, de ce qu'on a vu après Shido, c'est surtout on va dire des toitures, des charpentes qui se sont arrachées. Et, et tout ça, après, on ne peut rien faire contre la nature, la force de la nature. À un moment donné, il faut accepter notre faiblesse. Mais en tant qu'être humain, les causes qu'on doit faire, on a des ingénieurs qui sont formés pour calculer, pour dimensionner les structures. Du coup, si on ne les consulte pas avant de construire, normal, il y a beaucoup plus de risques que si on les consulte. Mais toujours, c'est pas parce qu'on va les consulter qu'il y a une garantie 100% que voilà, on est en sécurité. C'est la nature. Il faut, à un moment donné, il faut accepter notre faiblesse face à la force de la nature. Alors, pour revenir un peu à l'entreprise que tu as créée, aujourd'hui, quelqu'un qui est à Mayotte, qu'est-ce que tu peux leur proposer concrètement? Ce que je fais, déjà d'ailleurs, déjà, comment dirais-je, les projets que je fais actuellement, c'était quand j'étais là-bas, du coup j'ai fait la visite du site
Donc, je me suis rendu moi-même sur place pour voir un peu le terrain, à quoi ça ressemble, etc. Mais là, actuellement, ça sera un peu compliqué de travailler à distance parce que moi, j'aime être d'abord sur le terrain, voir à quoi ressemble le terrain avant de proposer mes idées. Du coup, je l'ai créé quand même. Pourquoi? Parce que j'ai prévu de rentrer dans quelques mois, dans 3 4 mois après mes examens à Mayotte. Pendant tout le premier semestre 2026, je pense que je serai là-bas. C'est pour ça que je l'ai créé dès maintenant. Alors, ma question, alors, imaginons tu vas rentrer dans 3 ou 4 mois. Quand tu seras sur place, quel type de prestations les gens peuvent te contacter, par exemple? Comment? Je disais, quand tu vas rentrer d'ici 3 4 mois, quand tu seras sur place, même si c'est pour peu de temps, comme tu as créé ton entreprise, qu'est-ce que tu pourras réellement proposer aux gens? Est-ce que les gens peuvent te contacter parce qu'ils ont un plan, quel type de plan, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors déjà, moi, les projets que je fais tout seul, c'est des projets qui vont jusqu'à maximum 150 mètres carrés. Au-delà de ça, je n'ai pas le droit de le faire tout seul. Je dois consulter un architecte qui est habilité. Et là, on travaille en collaboration. Mais quand c'est moins de 150 mètres carrés, que ce soit un bâtiment neuf ou rénovation, moi, je peux le faire. D'accord. Donc, ça veut dire que s'il y en a qui ont des conseils, s'il y en a qui ont des travaux à moins de 150 mètres carrés, ils peuvent te contacter. Et à ce jour, tu as déjà un cabinet d'architecture agréé ou c'est des projets futurs, ça? Non, agréé, ça sera futur quand je serai habilité. D'accord. D'accord. OK. Ok. Voilà, pour l'instant, ce n'est qu'une entreprise individuelle pour faire des petits projets de moins de 150 mètres carrés ou bien des projets d'architecture intérieure. OK. Bon, est-ce que tu as autre chose à rajouter pour ceux qui nous regardent avant de rendre l'antenne? Autre chose à rajouter? Non, pas forcément. En tout cas, merci, hein, c'était une première pour nous d'assurer ce qu'on avait essayé avec Demu, de le faire en visio. Ce n'était pas forcément évident. Donc après, si les téléspectateurs qui nous regardent, vous sentez certaines tonalités qui reviennent, vous nous excuserez, on ne maîtrise pas tout. Mais j'estime que le sujet il était quand même assez important. On a appris énormément de choses. J'ai appris que les Mahorais, pour le moment, ne sont pas trop nombreux dans le domaine de l'architecture. Et donc, j'espère qu'avec cette émission, eh bien, après Chido qui est passé, on est dans une période quand même, dans un endroit quand même cyclonique. Et donc, où il y a des cabinets qui existent. Pas beaucoup de Mahorais dans le domaine. Donc, on espère avec cette nouvelle génération qu'on aura de plus en plus d'inspiration. En tout cas, bravo et merci, hein, sincèrement, de tous ces témoignages, de toutes ces précisions. Et belle vie à La Réunion, c'est ça? Comment on dit, comment on dit au revoir en créole? Ça fait déjà 5 ans que je suis ici. Pas ça quand même, pas ça quand même. On dit comment? Et même bonjour en créole, tu sais pas? Non, je comprends, mais parler, je ne sais pas. Ah, t'es pas sérieux là, non? Comment on dit? Moi, j'ai pas les termes, moi. Ok. En tout cas, merci sincèrement de toutes ces informations. Et demain, on se donne rendez-vous demain avec un invité, Monsieur Rachid. Et puis, retour sur Actu avec nos invités de demain
pour commenter le retour sur l'actu. Donc, merci de nous avoir suivis et encore bravo et une très belle communauté à La Réunion. Continuez à œuvrer pour qu'on nous respecte à La Réunion. Merci. Merci à vous.